Je crois qu'il est difficile de commencer sans remercier Annick Audouard pour toute la compétence et l'immense gentillesse qu'elle a mise à préparer ce cycle. Et c'est un immense plaisir pour moi de le débuter, d'y participer et d'avoir l'occasion de discuter avec vous de quelques idées sur l'histoire des sciences en Chine. Donc, comme Annick Audouard vient de le rappeler, ce cycle nous amènera du passé de la Chine, des mathématiques, de la médecine, des sciences humaines et sociales, au présent, à la science dans la Chine d'aujourd'hui. Mais il nous a paru, quand nous en avons discuté, important, en préambule, de donner d'abord, et c'est la conférence que je commence, un premier aperçu général, une approche globale de quelques grands traits, quelques grands moments de cette histoire. Je pense que cet aperçu global vous aidera peut-être à articuler les conférences les unes avec les autres et à les faire dialoguer les unes avec les autres. Pourtant, avant même de commencer cet aperçu, avant même de me lancer dans ce panorama, il convient, je crois, de réfléchir à l'enjeu que peut revêtir pour nous, aujourd'hui, le fait de nous pencher sur l'histoire des sciences en Chine, sur le présent des sciences en Chine. Et j'ai résolu de commencer cet exposé en brossant à grands traits une petite histoire, plutôt les temps forts de cette histoire, une histoire de la connaissance que nous avons eue en Europe, plus largement en Occident, des sciences telles qu'elles se sont développées en Chine. Je vais faire très bref, et en faisant bref, je vais malheureusement ne pas parler des voyageurs indiens, des voyageurs arabes qui sont venus dans ce qui s'appelle l'Empire du Milieu, c'est le nom que se donne la Chine en chinois. Ces voyageurs ont écrit sur les mœurs, ils ont écrit également sur les savoirs qu'ils rencontraient. Je vais commencer ce bref panorama sur nos connaissances en Europe, en Occident, des savoirs de la Chine à la fin du XVIe siècle. C'est en effet quand les missionnaires, en particulier les missionnaires jésuites, arrivent aux portes de la Chine, qu'ils rencontrent une civilisation. Ils se donnent pour objectif d'évangéliser la Chine. Je reviendrai à la fin de la conférence sur ce moment de rencontre. Ce moment de rencontre est extrêmement important, cet objectif est extrêmement important pour comprendre les conditions de leur contact avec les savoirs de la Chine et pour comprendre le moment précis où ce contact a lieu dans l'histoire des sciences en Chine. C'est pour cela que j'y arriverai à la fin de cette conférence. Toujours est-il que ce sont des acteurs européens au contact des Chinois, ces missionnaires qui sont aux portes de la Chine et qui commencent à dialoguer avec, en général, des lettrés chinois. Ce sont des acteurs européens qui ont un objectif bien particulier, évangéliser. Ce sont des acteurs qui sont tout d'abord au contact de lettrés chinois qui ont peu d'idées sur ce qu'a été le passé des savoirs, le passé des sciences en Chine, mais qui, progressivement et en raison de leur contact avec les missionnaires, vont fouiller ce passé et en écrire l'histoire. Ce sont donc ces acteurs missionnaires qui distillent dans leurs lettres, dans leurs écrits, dans leurs ouvrages, des informations, les premières informations en Europe sur les savoirs de la Chine. Peu d'informations, peu enthousiastes, ces missionnaires, sur les savoirs qu'ils rencontrent en Chine. Nous verrons qu'il y a des raisons à cela. Ce contact va durer en gros jusqu'au XVIIIe siècle, et avec le XIXe siècle, un tournant
dans la connaissance de l'Europe vis-à-vis de la Chine. Un tournant parce que ce sont les débuts de la sinologie laïque, ce sont les débuts des études sur la Chine qui vont se développer comme une discipline dans le monde académique de l'Europe. La première figure en France est un certain Abel Rémusat. C'est le premier qui va avoir une chaire au Collège de France. Il écrit d'abord une grammaire, il s'intéresse également à la médecine. Donc vous voyez, dès le début, ce n'est pas seulement la langue, l'histoire de la Chine, mais c'est également les savoirs de la Chine qui retiennent l'attention. Comme beaucoup de ses successeurs, Abel Rémusat est en Europe, il ne voyage pas, il apprend le chinois par les livres, il découvre l'histoire de la Chine, les savoirs de la Chine par les livres qui ont été rapportés, qui ont été commandés depuis l'Europe à la Chine. Et donc c'est une sinologie des études sur la Chine qui vont se développer en Europe sans contact avec les Chinois. Et donc, je le répète, dès le début, un intérêt non pas seulement pour la langue, pour l'histoire, mais également pour les savoirs. Ce premier 19e siècle est curieux, mais bientôt à la curiosité va faire place la condescendance et je dirais même le mépris. Il faut dire que c'est le temps de l'expansion des empires européens, c'est le temps du développement des colonies. Et je vous donnerai un aperçu de ce qui s'écrit à travers un commentaire de Jean-Baptiste Biot. Un commentaire de Jean-Baptiste Biot, scientifique, académicien même, c'est un membre de l'Académie des sciences, extrêmement intéressé par l'histoire des sciences anciennes. Et voilà ce que Jean-Baptiste Biot écrit en 1841. Il parle d'un livre et il poursuit. On y trouve une nouvelle preuve de cette singulière habitude de l'esprit, en vertu de laquelle les Arabes, comme les Chinois et les Hindous, bornaient leur composition scientifique à l'exposition d'une suite de règles qui, une fois posées, devaient se vérifier par leurs applications mêmes, sans besoin de démonstration logique ni de connexion entre elles. Et là, c'est moi qui insiste. Ce qui donne, écrit-il, à ces nations orientales un caractère remarquable de dissemblance, et j'ajouterais d'infériorité intellectuelle comparativement aux Grecs, chez lesquels toute proposition s'établit par raisonnement et engendre des conséquences logiquement déduites. Nous sommes en 1841. Pourquoi ai-je choisi, parmi les multiples citations comparables que j'aurais pu vous donner, pourquoi ai-je choisi Jean-Baptiste Biot? Eh bien, il se trouve que Jean-Baptiste Biot est le père d'un de ces premiers sinologues dont j'ai parlé, Édouard Biot, qui commence une carrière d'ingénieur, puis qui trouve les études d'ingénieur et le métier d'ingénieur peu attractif, qui se met au chinois, qui apprend auprès d'un professeur au Collège de France, qui est le premier à écrire au XIXe siècle en Europe sur les mathématiques et l'astronomie de la Chine, qui, dit son père, travaille si fort qu'il en meurt extrêmement jeune, travaille très étroitement avec son père, et donc malgré le fait que ce père académicien des sciences puise aux meilleures sources à l'époque, des sources certes assez maigres d'informations, il en arrive pourtant à ce jugement qui est sans appel. Je le répète, j'ajouterais, dit-il, d'infériorité intellectuelle comparativement aux Grecs. Mais vous voyez aussi que ce qui caractérise ce jugement, c'est son caractère global. C'est-à-dire que les Chinois, les Arabes et les Hindous sont mis dans le même sac et globalement qualifiés d'inférieurs intellectuellement. Je pense que c'est un bon exemple de la manière dont l'histoire des sciences, à ses débuts, comme discipline, a pu se faire l'écho de l'aventure impériale européenne. Cela révèle également comment l'histoire des sciences a pu être un outil même au service de la cause de la supériorité occidentale. À la même époque, il reste en Chine, nous sommes au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, il reste des missionnaires occidentaux.
Ils poursuivent le travail de traduction de textes scientifiques qui avait commencé dès la fin du XVIe siècle. Ils poursuivent ce travail en collaboration avec des lettrés chinois férus de sciences, des lettrés chinois qui bénéficient de 2 siècles de recherche en Chine sur le passé des sciences en Chine. Et je vais donner la parole à l'un d'entre eux, Alexander Wiley. C'est un missionnaire anglais protestant qui a traduit des textes de mathématiques avec l'un de ces érudits chinois dont je parlais, et qui donc, au travers de ses contacts avec cet érudit, est au fait de beaucoup plus d'informations que ne l'étaient les bios qui étaient en Europe. Et j'ai mis le texte anglais, mais j'en ai donné la traduction. Regardons la manière dont il évalue ces savoirs au contact desquels il se trouve. Quelques questions, dit-il, dont traite la science moderne, ont été abordées par le biais d'exemples pratiques, selon les habitudes ordinaires de la race fleurie. C'est la manière dont il traduit un des termes pour dire chinois. Bien. Donc vous voyez qu'il oppose la science moderne, celle dont il dispose, à la science, à un savoir qu'a cette race fleurie. Le savoir est le même, mais il se présente sous un autre jour en Chine, sous le jour d'exemples pratiques. Quelques personnes en petit nombre se sont vues contraintes d'admettre, vous voyez l'ambiance, qu'ils, c'est-à-dire les Chinois, ont possédé en des temps immémoriaux une connaissance parfaite de faits auxquels on est arrivé seulement récemment en Occident par le biais de la théorie. Alors là, c'est assez intéressant. Vous voyez qu'il y a un contraste qui est mis en place. Eux, les Chinois, avaient des savoirs depuis très longtemps, des savoirs dont nous disposons seulement depuis récemment en Occident. Autre dimension de ce contraste, on est donc arrivé à une connaissance parfaite de faits, mais vous voyez que c'était par le biais d'exemples pratiques. C'est quelque chose qui va coller à la peau à la fois des Chinois, des Arabes et des Hindous quand on va en parler dans les ouvrages d'histoire des sciences, tandis que, par contraste, l'Occident est censé être arrivé à ces mêmes faits par la théorie. Donc il y a un savoir comparable, mais des chemins très profondément différents pour y arriver. Enfin, il ajoute: il n'est en aucun cas facile d'arriver au sens exact de la plupart des livres mentionnés ici. Il parle de livres de science et donc il manifeste la difficulté qu'il éprouve à lire ces textes chinois. Peu de principes généraux sont donnés, mais ils doivent être déduits d'un ensemble varié d'exemples, et ceux-ci sont pour la plupart énoncés avec la brièveté la plus troublante. Donc il exprime en 1852, alors qu'il est en Chine, qu'il travaille avec des Chinois, un certain respect, vous le constatez, mais en même temps la difficulté à faire sens de ces textes. Je dirais une conclusion en nuances, mais teintée de nuances pas très positives, puisque ce sont des esprits pratiques, c'est ce que peut faire la race fleurie, etc. En tout cas, entre ces deux grands pôles que j'ai tracés, va se déployer le discours au XIXe siècle et au début du XXe siècle, le discours en Europe sur les savoirs de la Chine. Malgré la différence entre les contenus, une constante. Vous voyez qu'il s'agit toujours de confronter, de comparer et d'évaluer de manière contrastive. La tonalité de Jean-Baptiste Biot va malheureusement l'emporter et je peux vous communiquer un florilège d'évaluation des plus méprisantes aux plus condescendantes qu'on trouve sous la plume de savants européens jusque, je dois même dire, aujourd'hui. En tout cas, de telles évaluations n'étaient pas favorables au développement de recherches en Occident sur les savoirs de la Chine ancienne. Un tournant marquant se produit au milieu du XXe siècle, et ce tournant est dû à la personnalité de Joseph Needham. Needham est un excellent scientifique. Il a travaillé comme biologiste à Cambridge
il est né avec le siècle, 1900. Dans les années 30, il est extrêmement connu. Il a travaillé à l'embryologie chimique. Il est membre de la Royal Society, épris d'histoire et de philosophie des sciences, marxiste et croyant. Un personnage extrêmement haut en couleur, extrêmement vivant, qui, en 1937, reçoit dans son laboratoire de Cambridge 3 jeunes Chinois envoyés par leur gouvernement pour étudier les sciences en Occident. Ça fait partie d'un mouvement plus général en Chine. Le gouvernement chinois a compris l'essentiel, le caractère essentiel des sciences pour développer le pays, pour le moderniser, et envoie par charrette entière des jeunes se former, qui au Japon, qui aux États-Unis, qui en Europe, en Angleterre, en France, en Allemagne et partout. Needham rencontre ces 3 personnes et se rend compte qu'il a affaire à 3 Chinois absolument capables de faire de la science comme vous et moi. Il s'étonne de voir que rien n'existe, rien n'est écrit de véritablement développé sur l'histoire des sciences en Chine dans les livres d'histoire des sciences qu'il peut consulter. Et il avait un caractère un petit peu entier. Du jour au lendemain, il se met au chinois, il se met à l'étude de l'histoire de la Chine, la guerre éclate, il est envoyé en 1942 par le gouvernement anglais à Chongqing, c'est-à-dire à l'est de la Chine, là où se trouvaient les scientifiques chinois repliés devant l'invasion japonaise. Il est censé entrer en liaison avec ces scientifiques chinois et maintenir la liaison entre les alliés. Il profite de ce séjour également pour ramasser des ouvrages, ramasser des sources premières, ramasser également des ouvrages d'histoire tels qu'ils avaient pu être écrits en Chine depuis quelques siècles. Et après la guerre, dans un contexte qui est celui de la mise sur pied de l'UNESCO, Needham travaillera à l'UNESCO, dans le contexte de la volonté d'écrire une histoire scientifique et culturelle de l'humanité dans son entier, il s'attelle à ce qui deviendra Science and Civilization in China. Vous avez le titre ici. Et vous avez les références, le grand nombre de volumes qui sont reproduits dans un des documents qui est distribué à l'entrée de la salle. J'ai signalé 3 ouvrages qui sont des recueils d'articles de Needham qui sont disponibles en français. Il y en a un qui est accessible sur la table. J'ai omis de mentionner un ouvrage également en français, qui est une interview qu'il a accordée à un chercheur et qui est précédée de la traduction en français d'une autobiographie. C'est un personnage assez haut en couleur et je vous invite à aller regarder la manière dont il raconte sa vie. Alors, quelle est la manière dont il conçoit sa tâche ? À ses yeux, s'il se met à l'histoire des sciences en Chine, la tâche est celle de rendre justice enfin, aussi bien que marquer sympathie et compréhension, à un grand peuple dont les contributions au développement de l'humanité ont été sous-évaluées de façon grotesque. Et à travers ce simple énoncé, vous voyez qu'on a déjà complètement changé de perspective. La nouvelle perspective, la nouveauté dans la perspective, c'est qu'on parle maintenant d'un savoir moderne, commun, unique, et qu'il s'agit d'identifier les contributions de la Chine à ce savoir. On n'est plus dans la perspective de comparer et d'évaluer de façon contrastive sur la base de qui a fait quelle science, mais on part du savoir moderne et on essaye de comprendre celles des contributions qui doivent être attribuées à la Chine. Renversement de perspective dans le contexte duquel se sont inscrites les recherches multiples qui, après Needham, se sont développées dans ce domaine en Occident. Donc aujourd'hui, nous poursuivons cette tâche de comprendre ce que la science moderne, la science internationale, doit à la Chine,
comme nous poursuivons la tâche de comprendre ce qu'elle doit à l'Inde et au monde arabe. Nous cherchons à identifier quelles innovations ont été élaborées en Chine et se sont retrouvées dans ce savoir aujourd'hui partagé. Nous cherchons à comprendre comment ces innovations ont circulé et ont été intégrées dans ce savoir, par quel chemin, par quel biais cette circulation a-t-elle eu lieu. Mais nous essayons également de comprendre comment ces savoirs, avant de circuler, ont été élaborés dans les milieux dans lesquels ils ont été élaborés en Chine, quel but les érudits chinois qui ont élaboré ces savoirs se sont donnés, quels concepts ils ont utilisés, quelles ressources ils ont mises en œuvre, quels environnements de travail ils ont fabriqués. Car avec cette expérience que nous livre la Chine, comme nous la livre le monde arabe ou l'Inde, d'un passé de recherche dans les sciences, nous disposons de données qui sont absolument cruciales pour comprendre comment du savoir scientifique se développe. Nous pouvons observer à travers les sources du passé partout sur la planète comment des communautés qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, qui travaillaient qui avec des baguettes pour écrire, qui avec du papier, qui calculait qui avec du sable, qui avec de la cire, qui avec des baguettes, qui avait une philosophie complètement différente. Nous cherchons à comprendre comment ces communautés humaines qui travaillaient dans des conditions concrètes, dans des conditions intellectuelles, dans des conditions économiques, dans des conditions sociales complètement différentes, comment est-ce qu'elles ont fait des sciences et comment les savoirs qu'elles ont produits sont marqués par les conditions dans lesquelles elles ont travaillé. Donc, c'est un des enjeux pour nous qui essayons de comprendre comment on fait de la science, que de nous pencher sur tous ces groupes humains qui ont fabriqué des sciences dans des conditions extrêmement différentes. Et autre enjeu extraordinairement intéressant pour une recherche philosophique sur les sciences, malgré le fait que ces savoirs ont été élaborés dans des contextes donnés, dans des groupes donnés, dans des conditions données, malgré le fait que ces savoirs sont marqués par cet environnement dans lequel ils ont été élaborés, et bien malgré cela, ces savoirs ont circulé, sont devenus universels et sont devenus des savoirs partagés et qui sont partis du savoir moderne, scientifique, international. C'est ça l'enjeu et c'est ça le défi pour une histoire des sciences, pour une philosophie des sciences, pour une politique scientifique, car vous allez voir que l'histoire des sciences en Chine n'est pas uniquement l'histoire d'un pur progrès, c'est l'histoire de progrès et d'oubli, et c'est le cas partout. Partout, on a développé des sciences et on les a oubliées. Et une politique scientifique se doit de réfléchir à ces moments dans l'histoire où on oublie, se doit d'essayer de comprendre comment des communautés en viennent à oublier les savoirs qu'elles ont développés. Le défi, donc, c'est d'essayer de comprendre comment notre savoir moderne, international, universel, comment il s'est constitué sur fond de singularité. Et c'est avec cet enjeu que je vais vous donner un premier aperçu de l'histoire des sciences en Chine en vous montrant très concrètement sur certains exemples comment le savoir est fait de spécificité et comment, malgré tout, il a des dimensions universelles et il est à même d'être partagé. Le premier temps clé sur lequel je vais m'arrêter dans cet aperçu, c'est le temps de la dynastie Han. Vous savez sans doute que nous divisons l'histoire en siècles, mais qu'en Chine, on préfère diviser l'histoire en unités qui ont une réalité politique et qu'on divise l'histoire en particulier en dynasties.
Donc évidemment, en donnant la dynastie Han ici, je vous donne la traduction grosso modo. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est un tout petit peu inexact, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, en calendrier commun. Alors pourquoi commencer si tard? Eh bien, je commence si tard parce que cette dynastie Han, vous allez le comprendre, est une dynastie qui a joué un rôle absolument clé, peut-être même le rôle le plus clé, dans l'histoire des savoirs en Chine. Tout d'abord, le fait va vous paraître banal dans un premier temps. Les premiers textes qui sont consacrés à des domaines du savoir, je parle par exemple de mathématiques, d'astronomie, de médecine, les premiers textes qui nous sont parvenus par la tradition écrite, et j'insiste énormément sur ce point, vous allez comprendre pourquoi dans un instant, la tradition écrite, c'est-à-dire ce sont des textes qu'on s'est transmis de génération en génération, ce sont des textes qui ont survécu par la transmission tout au long de l'histoire. Eh bien, les premiers textes consacrés à des domaines du savoir qui nous sont parvenus par la tradition écrite datent de cette dynastie Han, c'est-à-dire en fait de très peu de temps après l'unification, la première unification de l'Empire chinois. L'unification de l'Empire chinois a été réalisée par cet empereur qui s'est rendu célèbre à la surface de la planète en se faisant enterrer avec quelques dizaines de milliers de soldats de terre. Je pense que la majeure partie d'entre vous avait eu l'occasion de rencontrer ce personnage. Sa dynastie a fait long feu. Il a été renversé en 2 décennies et c'est la dynastie Han à qui il est revenu de fonder véritablement les savoirs en Chine d'une manière que je vais maintenant préciser. Premier fait extrêmement important, capital pour les savoirs, capital aussi plus largement pour l'histoire de la Chine, mais l'histoire n'est pas toujours à opposer à l'histoire des savoirs. Premier fait donc, la mise en place de la fameuse bureaucratie centralisée qui semble caractériser la Chine à nos yeux. Donc, mise en place de cette bureaucratie, et la raison pour laquelle j'y insiste, c'est que nous allons voir à quel point cette bureaucratie va être présente dans les savoirs qui sont parvenus à nous par le biais de la tradition écrite. Par ailleurs, toujours sous cette dynastie Han, on assiste, dans de nombreux domaines de savoir, à un travail de synthèse, à un travail de normalisation, à un travail de systématisation, de mise en ordre des acquis antérieurs. C'est à ce travail, c'est à ce processus que l'on doit l'émergence de ce qu'on a appelé les classiques confucéens, les classiques attachés à la personne de Confucius comme classiques. C'est à ce moment-là qu'ils deviennent l'orthodoxie de l'État et qu'ils prennent le devant de la scène et éclipsent les autres écoles de pensée. Mais c'est également à ce moment-là que l'on a la compilation de l'ouvrage qui va devenir le classique de la tradition mathématique en Chine, à savoir les 9 chapitres sur les procédures mathématiques, dont on ne sait pas exactement quand il a été produit. C'est également à ce moment-là qu'est composé le classique intérieur de l'Empereur jaune, qui est le classique qui va être la référence en médecine jusqu'à aujourd'hui. On pense qu'il existait, peut-être sous une forme différente de celle que nous avons aujourd'hui au 1er siècle avant notre ère. Son texte a sans doute connu des modifications, mais enfin, c'est à ce moment-là que le texte prend forme. Et c'est également à ce moment-là que prend forme un texte qui va devenir un classique pour ce qui est de l'astronomie calendérique et qui est le Gnomon d'Eju.
J'ai cité la médecine, les mathématiques, l'astronomie, mais nous aurons, sous la dynastie Han, la compilation, la composition de textes fondateurs dans quasiment tous les domaines du savoir. Et ce sont des textes qui vont exercer une influence sur la pratique des sciences dans ces disciplines jusqu'à la période moderne. Donc quand je vous ai dit que la période Han était clé, vous commencez à comprendre la raison de cette affirmation. Donnons quelques autres exemples pour élargir un petit peu notre horizon. L'histoire. Les mémoires d'un historien, je simplifie en disant qu'ils sont dus à Sima Qian. La chose est un peu plus compliquée et je simplifie en disant que c'est composé en gros en 100 avant notre ère. On ne va pas rentrer dans les détails. Les mémoires d'un historien sont l'ouvrage qui va donner le modèle de l'écriture des histoires dynastiques en Chine. Donc, un fondement également pour l'histoire. Ça importe à l'histoire des sciences, non pas seulement parce que nous avons là un phénomène extrêmement important pour l'histoire de l'histoire, mais ça importe à l'histoire des sciences parce que cette conception de l'histoire, vous allez le voir, englobe beaucoup de savoir. En effet, ces mémoires d'un historien ne comportent pas seulement des annales, des tables chronologiques, des biographies. Soit dit en passant, on y trouve la biographie d'un médecin, une biographie extrêmement longue et qui rentre énormément dans les détails de la pratique de ce médecin, de son apprentissage. Donc on n'y trouve pas seulement ce qu'on pourrait s'attendre à trouver dans un livre d'histoire, mais on va trouver dans ces mémoires d'un historien toute une série de traités techniques dans la mesure où ils sont liés au fonctionnement de l'État. Et vous voyez déjà, histoire de l'histoire, et cette histoire est écrite en relation avec l'État, et cette histoire est écrite en relation avec la bureaucratie. Car que comporte ce livre d'histoire ? Une monographie sur le calendrier, je vais revenir sur le calendrier, sur les poids et les mesures en relation avec les impôts, sur la gamme, poids, mesure, gamme, calendrier sont intimement liés et forment un espèce de domaine de savoir en Chine, un domaine de savoir particulièrement important pour la légitimité de l'Empire. Ces mémoires d'un historien comportent un traité sur les constellations célestes, comportent un traité de géographie. Il ne s'agit pas d'une géographie physique qui décrirait les montagnes et les mers, mais il s'agit d'une géographie administrative, donc encore un domaine de savoir, la géographie, mais qui commence à être abordé du point de vue du regard que peut avoir sur ce savoir l'administration. On y parle des circonscriptions administratives de l'Empire, on y parle des canaux et des eaux. Canaux et eaux sont des éléments clés pour le fonctionnement de l'Empire. En dépendent l'irrigation et la circulation des biens comme ceux qu'on prélève pour l'impôt. Ces mémoires d'un historien comportent également un mémoire sur l'économie qui fait un espèce de bilan d'idées sur l'économie, sur le marché, etc. Et donc vous voyez à quel point dans ce livre d'histoire, il y a tout un ensemble de traités qui parlent de savoir de la Chine ancienne et de savoir très intimement liés au fonctionnement de la bureaucratie. Eh bien, cette première écriture de l'histoire va donner le modèle à toutes les histoires dynastiques par la suite. Il va y avoir des petites modifications. Ainsi, l'histoire des Han, qui est produite en gros 2 siècles plus tard, va inclure une bibliographie qui donnera un état des collections impériales en matière de livres, et ce sera un chapitre qu'intégreront l'ensemble des histoires dynastiques par la suite. Mais en gros, le modèle est donné et toutes les histoires dynastiques vont nous renseigner sur ces savoirs qui sont très profondément liés à l'Empire. Autre domaine dans lequel on a
un texte fondateur, un classique qui va être produit, le classique de la matière médicale de Shen Nong, qui décrit l'ensemble de ce qui peut être utilisé, dirons-nous, comme médicament. Et enfin, j'ai voulu mentionner le dictionnaire, expliquer les graphies et interpréter les caractères de Xu Shen, dans la mesure où ce dictionnaire, qui a des dimensions liées à la bureaucratie sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, est également la première théorie des caractères chinois et un chef-d'œuvre pour l'histoire de la linguistique en Chine, dans la mesure où il propose 6 catégories, et 6 catégories seulement, pour décrire l'ensemble des manières dont on a pu composer des caractères. Et évidemment, fondé sur cette analyse des caractères de la langue chinoise, une classification, parce que vous comprenez bien que le premier problème qui se pose à quelqu'un qui fait un dictionnaire en Chine et qui n'a pas d'écriture alphabétique, c'est comment classer tout ça. Je pense que le problème vous apparaît assez clairement. Eh bien, Xu Shen propose une analyse des caractères qui est intéressante du point de vue d'une histoire de la linguistique et qui est également un outil pour classer les caractères et qui est bien plus. Donc je pense qu'à travers ça, vous voyez l'importance capitale de cette période pour l'histoire des sciences en Chine. Il y a tout d'abord des textes qui vont avoir une influence clé, des textes qui vont être transmis par les canaux officiels, qui vont être édités, transmis, distribués, conservés par les institutions impériales. Et là, vous commencez à voir l'impact de cette bureaucratie centralisée, l'impact de ces institutions impériales sur le développement des savoirs et également sur les sources qui sont arrivées jusqu'aux historiens. Car si nous voulons écrire sur l'histoire des savoirs en Chine ancienne, nous ne pouvons que nous appuyer sur des sources qui, dans les temps les plus anciens, ont été filtrées par les institutions impériales. Ah, un détail sur lequel j'arrive dans un instant. Ce qui veut dire que les théories qui ont pris forme à cette époque vont évidemment marquer de façon durable les savoirs en Chine. Ce qui veut dire également que le climat intellectuel de cette époque, qui va se refléter dans ces textes, il va laisser une marque durable sur la suite. Mais cette époque est également importante d'un autre point de vue. J'ai parlé de la bureaucratie centralisée. Au sein de cette bureaucratie, il y a un certain nombre d'institutions qui vont prendre forme et d'institutions où un travail de savoir va se mener. Et je donnerai l'exemple fondamental d'une institution au sein de la bureaucratie qui est le bureau d'astronomie. En effet, en Chine ancienne et jusqu'à très tard, il y a une association étroite du politique avec l'astronomie. L'astronomie est une discipline clé pour la cour à 2 titres. D'une part, la cour va édicter ce que je vais appeler non pas un calendrier mais un almanach pour le distinguer de quelque chose d'autre que j'introduis dans une minute. Pensez calendrier, celui que vous avez avec votre agenda dans votre sac. Donc c'est la cour qui chaque année édicte cet almanach et le fait distribuer. Et ce bureau d'astronomie va également mener toute une série d'observations essentielles à la vie politique. Alors pourquoi ces 2 choses-là sont-elles des prérogatives de l'État ? Pour fabriquer un almanach, marque de l'autorité de l'État qui arrive à imposer dans l'Empire tout entier le même temps,
Et il faut bien comprendre que imposer le temps, c'est également imposer le temps de la vie administrative. Penser que pour payer des impôts, il faut avoir un calendrier où les payeurs rencontrent les percepteurs. D'accord ? Donc vous voyez là qu'il y a un acte de la vie de l'État qui est absolument essentiel, mais il y a également ici un symbole d'autorité particulièrement important. En fait, pour produire cet almanach, les astronomes ont besoin de ce que j'appellerais maintenant un calendrier. Il y a deux termes en chinois très proches, mais il faut distinguer l'almanach du calendrier. Le calendrier, c'est l'ensemble des procédures qui permettent de découper l'année avec une année solaire et des mois qui suivent à peu près le mois lunaire, donc de mettre des mois intercalaires de façon régulière, de façon correcte. Mais le calendrier en Chine ancienne est également un ensemble de procédures qui donnent les positions au long de l'année du Soleil, de la Lune, des planètes, Jupiter, Mercure, Vénus, Mars, Saturne. Et c'est également un calendrier qui précise, qui prédit les éclipses de Lune et de Soleil. Pourquoi ces prédictions ? Eh bien, c'est lié au fait fondamental, deuxième fait fondamental, qui lie l'État à l'astronomie. Sous les Han, une théorie devient absolument prépondérante, une théorie qui considère que tout un ensemble de domaines sont en correspondance les uns avec les autres. Le ciel est en correspondance avec la société, les constellations sont en correspondance avec la bureaucratie, les saisons sont en correspondance avec les notes de la gamme, avec les couleurs, avec les parties du corps, etc. Il y a une théorie qui se met en place de correspondance généralisée, théorie qui veut qu'il y a un écho parfait entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe au niveau de la société, écho parfait qui doit être assuré par l'empereur et par ses actes. Dans ce contexte, tous les événements célestes qui n'ont pas été prédits sont interprétés comme des avertissements du ciel à l'empereur, sont interprétés comme une critique de la nature, du cours de la nature, vis-à-vis d'actes. Et là, la question de l'exégèse commence. Quels sont les actes qui sont critiqués par ces événements inattendus ? Donc, en rapport avec cette croyance d'un écho parfait, sauf critique du ciel, entre le ciel et la terre, il y a à la cour, dans le bureau d'astronomie, une tradition d'observation de tous les phénomènes célestes. Ceux qui sont prédits par le calendrier sont dans l'ordre des choses et ne font l'objet d'aucune interprétation, ne sont interprétés comme qu'une approbation du ciel par rapport à la menée des affaires terrestres. En revanche, une éclipse qui ne se produit pas au moment où elle devrait se produire, des comètes, des supernovas, des occultations d'étoiles, tous ces phénomènes qui ne sont pas prédits sont interprétés comme des avertissements et commence alors la recherche des actes de l'empereur qui sont ainsi critiqués. Vous comprenez donc, premièrement, l'intérêt pour la cour de développer les observations et de développer une tradition d'observation qui permet d'interpréter les écarts, une tradition d'observation qui permet d'intégrer de plus en plus de phénomènes comme réguliers au sein du calendrier. Il y a donc une volonté
d'améliorer la précision du calendrier, de faire rentrer dans ce calendrier qui prédit le cours naturel du cosmos, de faire rentrer un maximum de choses. Vous comprenez également pourquoi c'est en Chine qu'on trouve les premières observations de ces phénomènes que sont les supernovas, etc. C'était un acte essentiel pour le pouvoir que de capter ces signes, mais également d'être le premier, et si possible le seul, à capter ces signes. Donc tout au long de l'histoire chinoise, il y a eu une tentative de la part de l'État, à des moments où il y a une tentative de la part de l'État de garder ce savoir astronomique à l'intérieur de la cour, d'empêcher l'observation et d'empêcher la captation de ces signes, ces avertissements du ciel par le commun des mortels. Vous voyez donc une tension pour plus de savoir. Le calendrier doit devenir de meilleur en meilleur, les observations doivent devenir les plus précises possibles. J'ai dit les observations des mouvements célestes, ça inclut en fait toutes sortes d'observations, la météo, etc. Vous comprenez maintenant pourquoi ces principes du calendrier, pourquoi ces constellations célestes vont se retrouver décrites dans des mémoires qui vont être insérées dans les histoires dynastiques. Ce sont vraiment des outils de pouvoir et il s'agit de donner à la postérité des relevés et des procédures, des valeurs. Vous voyez donc un savoir qui est spécifique à un groupe humain, une conception du ciel en écho avec ce qui se passe sur la Terre, des irrégularités auxquelles on donne un sens politique. Mais vous voyez également la dimension universelle de ces savoirs, puisqu'on cherche à décrire le plus précisément possible, qu'on cherche à prédire le plus possible, qu'on cherche à trouver des régularités en un nombre le plus grand possible. Les astronomes chinois et la cour ne s'y sont pas trompés sur l'universalité des savoirs astronomiques, quand tout au long de l'histoire chinoise, ils ont su chercher, parfois en Inde, parfois dans le monde arabe, des spécialistes étrangers à embaucher à la cour pour travailler avec d'autres outils, d'autres traditions, à accroître les régularités captées dans le cours de la nature. Autre mode de spécificité, les régularités ne vont pas être appréhendées, comme ça a été le cas en Grèce ancienne, de façon géométrique, avec des modèles géométriques, mais de façon numérique. Et là, on a une spécificité qui n'est pas une spécificité du contexte politique, du milieu social dans lequel les astronomes vont travailler, mais on a une spécificité qui est beaucoup plus liée à une pratique du savoir et qui, évidemment, dicte la nature des résultats qu'on va obtenir. Ces liens qui sont établis entre la structure de la bureaucratie et la structure du ciel, entre les actes que pose l'empereur et les réactions éventuelles du ciel, c'est une forme de lien, vous le voyez, extrêmement fort entre l'État, la bureaucratie et les savoirs, en l'occurrence astronomiques. On va retrouver un lien du même type en médecine. Le corps va être conçu lui aussi comme un monde qui est parallèle au monde céleste, qui est parallèle au monde terrestre. Il va être structuré selon les mêmes principes et l'ensemble de la médecine va être basé sur une représentation du corps qui, elle aussi, porte la marque des théories générales qui avaient cours sous la dynastie Han. Ainsi, le classique intérieur de l'Empereur jaune est un des grands textes qui nous parle de cette théorie des correspondances à laquelle j'ai fait allusion.
Par ailleurs, avec le cas des savoirs astronomiques, nous avons un exemple de la manière dont une institution au sein de la bureaucratie a pu développer des savoirs assez spécifiques. Je dirais que c'est un aspect qui va se retrouver dans le contexte des mathématiques qui vont porter la marque d'une imbrication extrêmement étroite avec les questions que se pose la bureaucratie. Je parlerai plus avant de ça la semaine prochaine. Je reviendrai sur cette question de l'articulation des savoirs mathématiques avec les besoins de la bureaucratie, ce qui ne veut pas dire, comme le pensait Alexander Wiley, que ce sont des savoirs pratiques. Nous verrons qu'on peut faire de la théorie même si on reste utile, ce qui me paraît somme toute une bonne nouvelle. Je voudrais, pour m'appesantir sur cette époque RAN, revenir maintenant sur quelque chose que j'ai laissé en attente. Je n'ai parlé que des textes transmis par la tradition écrite, ceux qui ont été suffisamment valorisés pour être transmis de génération en génération et être parvenus par ce canal jusqu'à nous. Or, malgré l'importance de ces textes, nous ne savons rien des circonstances dans lesquelles ils ont été élaborés. Là, je parle essentiellement des trois premiers, donc ce premier, le Gnomon des Joe, qui parle d'astronomie calendérique, les 9 chapitres pour les mathématiques et le classique intérieur de l'empereur jeune pour la médecine. C'est également le cas pour le classique de la matière médicale de Shandong. Pour l'histoire et pour le Shōen-Shizhe, on a plus d'éléments. Il se trouve que dans le dernier siècle, un phénomène majeur est venu modifier notre savoir en la matière. En effet, l'archéologie s'est immensément développée en Chine. Il y a d'abord un siècle, on a retrouvé dans une cache en Asie centrale des dizaines de milliers de manuscrits à Dunhuang, donc manuscrits qui nous sont parvenus non pas grâce à une transmission de génération en génération, mais parce qu'ils ont été abandonnés quelque part et retrouvés. Mais surtout, le point clé des 30-40 dernières années, ça a été le développement de l'archéologie qu'on appelle funéraire. Figurez-vous qu'il y a plus de 2000 ans, il se faisait en Chine, du moins pour les membres de l'élite, de partir dans l'au-delà avec une bibliothèque. Pain béni, je crains d'avoir à le dire, pour les historiens. On ouvre depuis quelque temps ces tombes, on retrouve ces textes enterrés il y a plus de 2000 ans avec leurs propriétaires, et vous imaginez la révolution documentaire qui s'ensuit. Nous disposons aujourd'hui de textes qui n'ont pas été transmis, mais qui nous parlent des savoirs d'il y a plus de 2000 ans. Alors évidemment, ces textes ont certains rapports avec les textes des classiques. Les textes des classiques diffèrent, mais ont des rapports avec ces textes qu'on retrouve en direct d'il y a 2000 ans. Et c'est évidemment un tout nouveau sujet dans l'histoire des savoirs que de pouvoir analyser la manière dont on a fait ces classiques sur la base des documents qui existaient physiquement à l'époque où ces classiques ont été composés, sachant que c'est un phénomène assez général de l'histoire des sciences. Quand un classique est composé, il tente à rendre obsolètes tous les documents sur la base desquels il a été composé, et ces documents disparaissent. Donc c'est une chose absolument inouïe que nous puissions avoir par ces tombes et par ces bibliothèques funéraires, que nous puissions avoir accès à des documents qui existaient physiquement quelques siècles avant la composition
des classiques. Donc nous voyons maintenant mieux comment les classiques font une synthèse de documents qui existaient à l'époque où ils sont composés, mais comment également ils systématisent les savoirs et comment ils les normalisent. J'en donnerai un exemple la semaine prochaine, quand je parlerai à propos des 9 chapitres sur les procédures mathématiques, de ce que nous pouvons savoir maintenant que nous avons un texte qui est sorti d'une tombe en 1984 et qui a été publié en 2001, donc de ce que nous pouvons savoir maintenant de la manière dont le classique a été composé. Je ne dirais de ce classique mathématique aujourd'hui qu'une chose, il comporte un système décimal de numération, celui qui est tel que quand on dit 1, 2, 3, on dit 123, parce que 1, à la place où il est, signifie 100. Donc ce système qui utilise la position pour lui donner une valeur mathématique. Vous avez certainement entendu dire que ce système venait du monde arabe, que dans le monde arabe on l'appelait le calcul indien, et on dit en général que ce système vient donc d'Inde. En fait, les premiers documents chinois, comme les premiers documents indiens, attestent ce système. Et la seule chose qu'on peut dire, parce qu'on ne saura probablement jamais où ce système a été créé, si c'est en Chine ou en Inde, mais la chose importante que ce système montre, c'est qu'il y a eu des points communs entre les mathématiques de la Chine et de l'Inde. J'en mentionne un ici, ils sont extrêmement nombreux. J'ai parlé tout à l'heure des astronomes indiens qu'on allait chercher pour les faire travailler à la cour de Chine. Il y a eu également des traductions du sanskrit en chinois de textes, en particulier astronomiques. Même topo pour la médecine, impact de la médecine de l'Inde. L'ensemble de ce mouvement culturel va de pair avec un autre mouvement absolument massif et capital pour l'histoire de la Chine. C'est la diffusion, à partir du 1er siècle de l'ère commune, du bouddhisme et de tout ce que le bouddhisme amène avec lui en termes de médecine, en termes de savoir astronomique, en termes de langue d'ailleurs, car il a fallu d'écrire une langue comme le sanskrit pour des Chinois qui ne connaissaient pas les écritures alphabétiques et les transcrire. Donc, les rapports avec l'Inde, ça a été l'un des premiers canaux d'internationalisation de ces savoirs qui ont été faits, je vais dire, largement en Asie. Alors maintenant, j'en reviens à cette période Han, à ces canons, à ces classiques. Que s'est-il passé par la suite? Alors d'abord, qui dit classique en Chine dit commentaire. C'est vrai pour les classiques confucéens, mais c'est également vrai pour les classiques dans les domaines du savoir, et l'ensemble de ces classiques ont fait l'objet de commentaires. Les lecteurs chinois anciens n'ont jamais lu les classiques sans les commentaires. En revanche, les lecteurs occidentaux à qui on a traduit des textes chinois ont beaucoup lu les classiques sans commentaires. Et je pense que quand Alexander Wiley se plaignait de la difficulté, vous vous rappelez, à comprendre les textes chinois, je pense que le point clé, c'est qu'il les a lus sans l'environnement textuel avec lequel tous les érudits chinois ont lu les textes chinois, c'est-à-dire avec les commentaires. Je donnerai la semaine prochaine, dans le cas des mathématiques, une analyse de ce que c'est qu'un commentaire d'un classique, de la manière dont le commentaire nous aide à lire le classique et du point crucial que ça représente pour l'histoire des sciences, de ne pas lire seulement les grands classiques, mais de lire les commentaires. Pour vous dire en un mot, si on ne lit pas les commentaires en mathématiques, on considère qu'il n'y a pas de démonstration mathématique en Chine ancienne. Or, les classiques
sont accompagnés de commentaires qui passent leur colonne à démontrer que ce que dit le classique est correct. Nous y reviendrons. Cet ensemble de classiques est l'objet de commentaires au fil des siècles à venir. Cet ensemble de classiques amène un certain nombre d'auteurs à prendre la plume et à reprendre certains thèmes qu'abordent les classiques. De tous les textes qui ont été gardés jusqu'à aujourd'hui et qui ont été rédigés jusqu'au 7e ou 8e siècle, l'ensemble des textes que nous avons gardés sont ceux qui, développant les pistes du classique, travaillant sur les textes des classiques, ont reçu, sous la dynastie Tang, un statut officiel, qu'ils aient fait l'objet d'une édition officielle ou, et là c'est un fait absolument capital de l'histoire des savoirs en Chine, qu'ils aient été en rapport avec le fait qu'on en produisait des éditions officielles, utilisées dans le contexte de l'enseignement. Car sous la dynastie Tang, on voit apparaître pour la première fois un enseignement de mathématiques basé sur des classiques qui ont été édités et commentés à nouveau au 7e siècle. Donc un enseignement universitaire de mathématiques, de même qu'on voit se développer un enseignement universitaire en médecine. Et c'est sans doute deux phénomènes qui sont extrêmement liés, que le fait que les institutions impériales éditent, font rédiger des commentaires, désignent des éditions comme orthodoxes, et que ces textes soient les manuels dans ce phénomène absolument unique. C'est le premier exemple pour l'histoire de l'humanité, je crois, de donner une éducation supérieure dans le domaine des mathématiques et de la médecine. Ces textes et l'institution de l'université avec ses examens vont être exportés en Corée, au Japon, tant et si bien que pour certains classiques, par la suite, il faudra aller chercher en Corée ou au Japon le seul texte qui a survécu, dans la mesure où certains textes vont être perdus en Chine, mais conservés en Corée et au Japon. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est l'impact de cette institution qu'est l'université dans la transmission de textes. C'est l'institution et ces textes qui ont été transmis en Corée et au Japon, où on a repris l'ensemble et où on a institué des enseignements et des examens de mathématiques et de médecine. Malgré le fait, chose curieuse, qu'un enseignement universitaire est mis sur pied, la fin de la dynastie Tang ne montre pas de développement particulièrement remarquable, que ce soit du côté des mathématiques ou du côté de la médecine. Sans doute, on a formé des fonctionnaires qui ont joué un rôle dans l'appareil de l'État, mais malgré la formation professionnelle de fonctionnaires en mathématiques et en médecine, peu de développements verront le jour. Et on peut dire que les savoirs mathématiques, médicaux, semblent marquer un temps d'arrêt. En tout cas, nous n'avons pas de documentation qui nous permette de savoir ce qui se passe. Mais point fort, sur lequel je voudrais beaucoup insister, cette dynastie Tang est extrêmement cosmopolite.
Nous avons vu l'exemple de son rayonnement du côté du Japon, du côté de la Corée. C'est un moment également où les rapports avec l'Inde sont extrêmement fructueux, et c'est le moment où les rapports s'établissent via l'Asie centrale avec le monde arabe, tant et si bien qu'une mosquée sera fondée à Xi'an au 8e siècle, et que nous allons trouver sur la route de la soie, à Dunhuang, des textes médicaux, des textes mathématiques qui donc ont été très 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 loin vers l'ouest. Les savoirs, je l'ai dit, marquent le pas jusqu'au moment de la fondation de la dynastie Song. Cette dynastie est absolument cruciale pour l'histoire de la Chine, car c'est à ce moment-là, 960, qu'on va assister à ce que nous pouvons réellement appeler, dans un sens très comparable à la manière dont nous utilisons le mot dans l'histoire européenne, une renaissance. Renaissance, c'est-à-dire, on estime que des savoirs anciens ont été perdus, qu'il faut les retrouver. C'est le cas de la Renaissance Song. On estime que les classiques ont été dévoyés, qu'ils ont été détériorés par des influences étrangères. Vous savez que c'est un motif qu'on entend en Europe pour la Renaissance européenne. Dans cette Renaissance chinoise, on veut revenir aux classiques. On estime que les influences étrangères ont détérioré cet héritage. On veut revenir à la source, aux classiques Han. On veut les rééditer, on veut les diffuser et on veut les redévelopper. Cette dynastie Song va donc retourner aux classiques. Vous voyez que pour ce qui est des mathématiques et de l'astronomie, il va y avoir des rééditions et des impressions, je vais y revenir dans un moment, des classiques, ainsi que l'écriture de nouveaux commentaires. Pour ce qui est de la médecine, également réimpression des classiques. On va par exemple rechercher dans un certain cas un exemplaire en Corée. Vous voyez que déjà, à la fin du XIe siècle, un texte est perdu, on va le rechercher en Corée pour le rééditer. Retour aux sources, réédition, tentative de revenir à un texte pur, à un texte orthodoxe, à un texte original, travail donc de philologie, impression. La xylographie s'est développée en Chine à partir du 8e siècle. Elle a au début été extrêmement utile à la foi bouddhique. On a beaucoup imprimé avec la xylographie à partir du 8e siècle des textes bouddhiques. On va, sous la dynastie Song, démultiplier les usages de l'imprimerie. L'État va utiliser l'imprimerie pour imprimer les versions orthodoxes des classiques, y compris, comme vous le voyez ici, des classiques de mathématiques et de médecine, et les distribuer dans l'Empire. Avec cette Renaissance Song, on a affaire à un État particulièrement actif. C'est le moment où les examens deviennent de véritables examens au sens où les copies sont anonymes. Ce sont des examens qui sont organisés de façon à promouvoir véritablement une mobilité sociale. On va avoir une nouvelle figure du bureaucrate qui va apparaître, un lettré fonctionnaire choisi au mérite, un lettré qui va valoriser les savoirs, un lettré qui va mobiliser les savoirs dans son travail de bureaucrate, des savoirs médicaux, des savoirs astronomiques, des savoirs mathématiques, dans des savoirs hydrauliques, des savoirs techniques, dans son travail de fonctionnaire, un lettré qui va valoriser les savoirs dans ses loisirs. On a le développement de toute une littérature de loisirs, d'observation des plantes, on a le développement des jardins, avec le développement de cette classe de lettrés fonctionnaires, valorisant les savoirs comme ce par quoi on arrive à la position de fonctionnaire et ce par quoi
on grimpe dans l'échelle sociale. Ce mouvement de l'État, cet activisme de l'État, cette réédition des classiques, ces nouveaux commentaires vont déclencher une nouvelle vague de travaux qui vont amener à un véritable âge d'or de la science en Chine, toutes disciplines confondues, disons au XIIIe siècle. Mais tandis que la médecine va continuer sur cette lancée et se développer de façon remarquable dans les siècles suivants, pour ce qui est des mathématiques et de l'astronomie, nous allons assister à un début de déclin. Et alors là, ce n'est pas la même chose que ce que j'ai évoqué à la fin de la dynastie Tang et avant la Renaissance Song, où nous n'avons pas véritablement de sources qui nous permettent de documenter ce qui se passe. Non, à partir du début du XIVe siècle, nous avons des écrits qui nous montrent que les érudits chinois oublient les connaissances mathématiques de l'âge d'or du XIIIe siècle. On devient incapable progressivement de restaurer, de remettre sur pied le calendrier qui présente un écart de plus en plus grand avec les phénomènes célestes. On ne trouve plus d'experts qui soient capables de restaurer un bon calendrier, et on continue à utiliser celui qui a été mis au point au XIIIe siècle. Oubli XIVe, XVe, XVIe, oubli progressif de tout un ensemble de connaissances, et c'est à ce moment-là que les missionnaires européens arrivent en Chine. Donc les missionnaires arrivent à un moment très précis de l'histoire de Chine. Ils arrivent à un moment où tout un ensemble de savoirs n'ont pas disparu. Il existe encore des livres de mathématiques qui sont publiés en Chine fin XVIe siècle. Il existe des livres de matière médicale qui sont publiés en Chine fin XVIe siècle. Mais tout un ensemble d'acquis de l'âge d'or de la science en Chine, de cette période de Renaissance, sont oubliés. Et c'est à ce moment que les jésuites s'aperçoivent de la possibilité qui s'ouvre à eux d'utiliser les savoirs mathématiques et astronomiques qu'ils ont acquis au cours de leurs études dans les collèges jésuites pour intimider les lettrés chinois, les convaincre de la supériorité de leur savoir. Les éléments de géométrie d'Euclide vont être traduits au début du XVIIe siècle en chinois par la collaboration d'un jésuite et d'un chinois avec l'effigie du Christ sur la couverture. Les jésuites vont progressivement arriver à entrer comme spécialistes au bureau d'astronomie et à être les spécialistes, les techniciens qui vont s'occuper du calendrier chinois, donc qui vont s'insérer au cœur de l'État chinois. Ils utilisent les sciences et les savoirs scientifiques pour évangéliser. Les lettrés chinois qu'ils ont en face d'eux se demandent, eux, ce qu'il en a été du passé de la Chine. Et c'est là que commence la recherche historique en Chine sur le passé de la Chine. Je vais m'arrêter là pour ce premier panorama général très rapide sur l'histoire des sciences en Chine. J'ai voulu vous donner vraiment un aperçu le plus précis possible sur la dynastie Han, parce que je pense qu'à travers ce que je vous ai montré comme mouvement général, vous voyez l'importance clé de cette période pour l'histoire des sciences, l'histoire des savoirs en Chine. Dans les conférences qui vont suivre, nous allons reprendre pour ce qui est des mathématiques, pour ce qui est des savoirs médicaux, etc. Je vous remercie beaucoup de votre attention.